7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. C'est le retour de Azdin Ahmed Chaouch pour le Grand Kahwa. Bonjour Azdin. Bonjour, Saha Aïdkom. Et Saha Aïd, qui est en kabyle, vous dites Saha Aïd Nwen. Oh, d'accord, on dit ça, tu sais, moi je suis plutôt tébétien. Je le dis pour tout le monde, comme ça on fait plaisir. Et Aïd Mabrouk, comme on dit dans mon immeuble à Thiers. Petite question avant de lancer le sujet. Est-ce que M. Retailleau a souhaité la bonne fête de l'Aïd aux musulmans de France? Non, parce qu'il n'a pas été au dîner de la mosquée. C'est vrai? Je sais pas, parce qu'il avait... Non. Et il est rentré avec ses chaussures, le. Tu rentres pas. Irrespect total. Allez, c'est parti. Alors, Grand Kahwa, spéciale investigation ce matin. L'invité de mon Kahwa sans filtre, c'est le présentateur de l'émission qui fait peur aux puissants. L'émission qui, numéro après numéro, fait plein de révélations et fait vaciller les grands de ce monde, comme on dit. Alors, il est pris Albert Londres, mon invité. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le ballon d'or du journalisme. C'est le présentateur de Complément d'enquête. Tristan Valex, ça va? Bah ça va super, Azdin et toi? Oui, alors on va pas se mentir, vous avez entendu le tutoiement. J'ai entendu le tutoiement. On voulait vous voyez, mais on a dit qu'on... D'ailleurs on dit Walex ou Valex? Walex, tu devrais ça. J'ai lu comme ça. Walex. On dit Ahmed Chaouch ou on dit Ahmed Chaouch? C'est bien. En plus, c'est la phrase que j'ai pris après. Bon, on se tutoie, mais moi je vais pas te faire cadeau. Bon là, je vais vraiment pas te faire cadeau. Alors, on va notamment parler du document dont tout le monde parle depuis quelques jours. Aujourd'hui encore d'ailleurs, l'enquête sur Nasser El Khelaifi, le PSG, un enchaînement de révélations. On va en parler tout à l'heure, mais avant, mon traditionnel Kahwa brûlant et la direction le nouveau palais de justice de Paris. En quelques jours, hasard du calendrier ou pas, il est le théâtre de deux événements majeurs de notre vie politique. Ce lundi, nous sommes tous suspendus aux lèvres des juges de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris concernant l'affaire des assistants parlementaires du RN. L'enjeu, Marine Le Pen sera-t-elle condamnée à une peine d'inéligibilité? Alors j'ai lu un article du Parisien qui affirmait: tout le monde attendra de savoir si les juges auront la main lourde. Alors la réflexion, moi je la trouve étrange. Moi citoyen, je me demande justement si les juges auront la main juste. Parce que Marine Le Pen, faut un peu résumer, elle est accusée d'avoir détourné de l'argent public et d'avoir enfreint les règles de la vie politique. Et la main lourde, ce serait quoi, selon le Parisien? De la suspendre pour sa future participation à un jeu démocratique dont elle a justement enfreint une règle élémentaire et en commettant un délit présumé. Ce serait comme trouver sévère d'empêcher en fait un dealer condamné de vendre sa drogue. Et puis parlons du GOAT, Nicolas Sarkozy. Ah ouais, je vois que tu souris parce que tu as enquêté dessus, on va en parler après. Multi-condamné dans deux affaires déjà, Big Malion et Bismuth, porteur d'un bracelet électronique, et oui. Et puis semaine dernière, donc on apprend quoi? Les réquisitions très fermes du parquet national financier, 7 ans de prison pour l'affaire du financement illégal de sa campagne 2007 par la Libye de Kadhafi. Il pourrait donc entrer dans l'histoire en séjournant en prison en qualité d'ex-président. Et voici d'ailleurs les mots du vice-procureur: c'est un tableau très sombre d'une partie de notre République qui s'est dessiné, un tableau marqué par une corruption de haute intensité attisée par l'ambition, la soif de pouvoir, la cupidité qui a tissé sa toile jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Ça c'est le ministère public qui dit ça, les mots sont forts. Alors je crois que cette double actualité judiciaire donne plusieurs enseignements. Les deux mises en cause offrent déjà le même visage pathétique aux Français. Leurs discours et leurs promesses électorales sont tournés à chaque fois vers une obsession de fermeté, de sévérité face aux faits délinquants, le fameux tolérance zéro ou zéro tolérance. Mais lorsque eux sont pris la main dans le sac et sont susceptibles d'avoir désobéi à la loi et au code pénal, ils s'enfoncent dans une posture et défense similaire. C'est un complot politique. Ces deux-là et d'autres d'ailleurs, Claude Guéant, Brice Hortefeux pour l'un, mais aussi pour le RN, Louis Alliot et d'autres cadres, ne cessent de répéter à longueur d'interview qu'il faut être un bon Français et que ça se mérite d'être français. Moi je les prends au mot. Être délinquant fait de vous effectivement un moins bon français que votre voisin au casier judiciaire vierge, même si celui-ci ou celle-ci s'appelle Karim, Yasmine ou Bakary. Enfin, j'aimerais ranger aux oubliettes une idée propagée dans les débats qui relativiserait ces comportements. La délinquance à col blanc serait moins grave que celle des vrais méchants voyous. Moi, je dirais exactement l'inverse. D'un dealer, d'un braqueur, je n'attends pas mieux qu'il vende de la drogue ou qu'il sorte son arme pour se faire remettre de l'argent. On le sait tous, et le jour où il se fait arrêter, quelque part, toute la société est soulagée. Mais un responsable politique, un ex-président qui use de sa position pour commettre des actes de voyous, des délits graves, c'est tout notre pacte social qui est pulvérisé. C'est une trahison immense. C'est notre confiance envers notre République et notre démocratie qui est altérée. Alors déjà, Tristan, quel regard... Ouais, t'as vu? C'est bien écrit, hein.
Il charrie parce que on a un taux de chariant, je sais pas si on peut dire, entre nous, il est très très élevé. Ouais, on va essayer de reprendre un peu de sérieux. Je suis d'accord avec toi. Oui. En plus. Je sais, on a beaucoup de débats, mais là, je suis d'accord. On en a déjà pas mal parlé, notamment sur Nicolas Sarkozy, parce que le sort judiciaire de Sarkozy, tu connais un peu, puisque tu as réalisé il y a quelques années une formidable enquête sur l'affaire Big Malion. Ça t'inspire quoi en quelques mots avant évidemment d'entrer Big Malion, et même c'est là qu'on se dit que la justice met du temps à passer. En 2013, j'avais interviewé le traducteur officiel de Mouammar Kadhafi, qui déjà à l'époque nous avait raconté comment la campagne de 2007 avait été financée par Kadhafi. Et oui, là c'est vrai que les réquisitions sont très lourdes, 7 ans de prison ferme requis par le procureur de la République. Ça veut dire que souvent avec la délinquance en col blanc, on a des peines qui vont jusqu'à 2 ans de prison ferme. Ça a été le cas avec François Fillon par exemple, Cahuzac, et en général il peut y avoir des aménagements de peine, des bracelets électroniques. Là, si on est au-delà de 2 ans de prison, il peut se retrouver en prison. Nicolas Sarkozy, c'est en ça que là, même s'il a déjà été condamné plusieurs fois en première instance et en appel dans l'affaire Big Malion, dans l'affaire Bismuth, là ça pourrait effectivement être quelque chose de tout à fait nouveau, quoi. Parce que le parquet estime aussi qu'il y a une accumulation d'affaires. Ouais. Alors c'est même plus des affaires, parce que lui avant il agitait le côté il y a tant d'enquêtes sur moi, tant de perquises, tant d'heures de garde à vue, sauf que là c'est pas la faute des juges, c'est la faute de la personne mise en cause qui citée dans effectivement beaucoup d'affaires. Non, mais à la limite on peut dire sur l'enquête il peut y avoir entre guillemets un acharnement. Là il y a eu des condamnations qui sont passées, c'est ça la différence. Il y a du bracelet électronique 2 fois. C'est pour ça aussi. Première instance et appel avec alors à chaque fois il y a le juge qui est nommément visé. Non mais en fait c'est un juge qui m'en veut. On avait comptabilisé, je crois, pour au moment de l'affaire Bismuth, on avait fait une émission pour complément d'enquête et on avait vu qu'il y avait je crois que entre l'affaire Bismuth et l'affaire libyenne, il y avait environ 120 magistrats qui avaient enquêté sur Nicolas Sarkozy, parce que il fait des recours, etc. Et donc il faudrait qu'il y ait 120 magistrats qui se soient tous ligués. Enfin il y a une espèce de vision complotiste de la justice qui est effectivement hallucinante, mais c'est le cas souvent dans les affaires de la délinquance en col blanc, qu'elle touche la gauche, la droite, l'extrême droite. Marine Le Pen, effectivement, c'est un cas d'école. Elle avait dit au moment des réquisitions que c'était scandaleux, qu'il y avait un complot judiciaire. Si jamais effectivement aujourd'hui elle est condamnée et qu'il y a une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être candidate à la présidentielle parce que elle est déclarée inéligible, on va sans doute voir dans quelques médias sortir la théorie du complot. On veut m'empêcher d'eux. Hier, le JDD a fait sa une en expliquant JDD version Bolloré. La version Bolloré, vont-ils l'empêcher de concourir à la présidentielle? Bah non, l'exécution provisoire, ça existe dans tout un tas d'affaires. Aujourd'hui, si vous faites un métier qui requiert de ne pas avoir de casier judiciaire, bah vous êtes suspendu le jour où vous êtes condamné en attendant votre appel. Donc voilà, c'est juste la justice suit son cours, et heureusement. Et on le rappelle, avant d'entrer dans le sujet du Qatar, que c'est aussi une spécificité, c'est qu'en politique, il faut que cette mention soit apposée en plus, alors qu'on pourrait imaginer qu'un simple casier judiciaire pourrait, comme certains métiers, t'empêcher de concourir. On peut pas être facteur, par exemple, si on a une mention casier judiciaire. Non. Et effectivement, et même Marine Le Pen, potentiellement, même si elle est inéligible et qu'elle est, supposons, remplacée par Jordan Bardella, qui deviendrait président de la République en 2027, elle pourrait en théorie être ministre, puisqu'on a le droit d'être nommé ministre même si on a un casier judiciaire. Bon, et après Sarkozy, t'as enquêté sur Bolloré aussi, c'est ce qui t'a valu le prix Albert Londres. Un ami qui vous veut du bien, c'est ça? Effectivement, c'était le titre du reportage à l'époque. Qu'est-ce qu'il aime embêter les grands, Tristan? Et non, et à l'époque on n'imaginait pas, on sentait poindre. Il venait de racheter Canal+, iTélé qui voulait transformer en CNews, il venait de supprimer toutes les émissions d'investigation du groupe Canal. À l'époque on pensait encore que c'était un projet industriel et qu'il voulait simplement mettre au pas les journalistes pour faire des affaires, notamment en Afrique. On avait montré comment ils se servaient de Canal+, c'est une marque hyper forte en Afrique. On montrait comment ils se servaient de ces médias pour obtenir des marchés publics en Afrique, notamment des ports ou le réseau ferroviaire également. On n'avait pas encore vu venir complètement cette espèce d'offensive idéologique qui a lieu aujourd'hui. Il n'avait pas encore recruté le Neymar du journalisme, Pascal Praud. Et alors, et justement, après, parce que là, la pub va arriver, je tease quand même ta présence. Donc, on va ensuite parler de ton affaire de ton documentaire réalisé par Fabien Toiti, c'est ça? Excellent journaliste. Excellent journaliste. Cette fois-ci, quelque part, c'était pas toi sur le terrain, c'était lui, même si tu as fait une interview, on en reparlera de Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot. Et sa conseillère surtout, avec ce reportage appelé Pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG. On en parle après la pub. Oui, mon invité Tristan Walex, le présentateur de l'émission qui fait trembler les puissants, complément d'enquête. Et là, on va parler... je peux juste dire que si tu as ce genre d'émission sur tes côtes, c'est chaud. Oui, si tu reçois le... Alors, peut-être qu'on est sur Asdin. Sur Asdin, ça veut dire que je suis très puissant et c'est gentil. Moi, quelque part, quand on t'appelle, je dis j'intéresse, tu vois.
Parce que parfois vous devez avoir des débats sur des personnalités, vous dites ouais, cela n'est pas encore, attendons qu'elle avance. Le reportage qui a secoué tout le monde du foot, mais pas que, parce que justement on parle encore de Nicolas Sarkozy, décidément il est partout. Hein. À chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire, en général, il est pas très loin. Quoi. Pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG, gros carton, meilleure audience de l'année, mais surtout un portrait peu flatteur du patron Nasser El Khelaifi. Ça a l'air d'être un gros méchant déjà. Est-ce que vous avez eu des petits coups de pression avant et après? Quand je dis coup de pression, coup de fil, avocat, courrier. Avocat, oui, enfin c'est des grands classiques, hein, des courriers assez musclés, on va dire, dans les jours précédents la diff, le lendemain de la diffusion, etc. pour s'en plaindre en expliquant qu'on se réservait le droit d'utiliser tous les moyens judiciaires, machin. Après c'est assez classique, il n'y a pas eu en tout cas à notre connaissance, de choses en dessous de la ceinture, quoi. C'est-à-dire que on sait que, et on l'a montré dans le reportage, dans l'enquête, qu'il peut y avoir des méthodes assez étonnantes, utiliser parfois des petits coups de pression autres que judiciaires pour être gentil. Et voilà, on n'a pas eu ça ni dans l'équipe, ni Fabien Toiti, le réalisateur, ni l'équipe de complément en direct. Et justement, Nasser El Khelaifi n'a pas utilisé sa fameuse armée numérique. Ça me permet de... Ah peut-être, ça on sait pas. Oui, bon, avec le squad de la PSG, comment ça s'appelle Panam Squad. Ouais. Panam Squad. Ouais. Armée numérique, il faut expliquer ce que c'est. Voilà, exactement ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est une des révélations du document. Ouais, alors Mediapart avait déjà enquêté là-dessus, et on a poussé un petit peu cette enquête. On a montré l'armée numérique, c'est pas un terme que nous on a inventé à complément d'enquête, hein. C'est le PSG lui-même qui appelle ça une armée numérique. C'est-à-dire qu'en fait ils ont employé une agence de communication pour en fait démolir tous les détracteurs du club. Donc déjà en soi c'est problématique, mais bon. Et par exemple un supporter un peu qui avait chahuté Neymar, un supporter rennais qui s'était mangé une petite tape. Voilà, et en fait ça avait fait à l'époque un gros scandale. Ouais. Et en fait on s'est rendu compte que cette armée numérique s'était dit tiens, il faut lâcher les loups sur ce supporter pour le défoncer, pour stopper la polémique. Mais le plus étonnant parmi nos révélations, c'est qu'on a découvert que cette armée numérique avait été employée pour mettre des coups de pression, y compris sur les propres joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais. C'est-à-dire que au moment où Mbappé par exemple voulait hésitait à signer au PSG, il y a des petits tweets un peu dégueulasses qui sont sortis sur Neymar. Quand Rabiot a exprimé qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour lui mettre la pression, pour l'obliger à re-signer au Paris Saint-Germain, et d'après les documents qu'on a retrouvés, il a été décidé de mettre la pression sur Rabiot en l'insultant lui-même, en insultant sa mère qui est également sa conseillère. Donc voilà, c'est assez étonnant parce qu'on sait que toutes les grosses boîtes utilisent des agences d'influence, comme on dit, pour essayer de faire passer des messages. Là, ce qui est étonnant avec le Paris Saint-Germain, c'est que cette entreprise de communication a été utilisée en sous-marin pour dénigrer ses propres employés, quoi. Ça veut dire que Nasser, pour bien comprendre et résumer, Nasser El Khelaifi a mandaté une agence pour salir l'image de ses propres joueurs. Voilà, voire même salir presque un peu plus. On parlait de brûler, je crois, sur Rabiot. Il y a des insultes, enfin c'est hallucinant, effectivement, c'est des menaces. Infraction judiciaire. Et ce qui est étonnant, ce qui est problématique, c'est qu'on voit encore, il y a 15 jours, il y a eu Paris Saint-Germain OM, il y a eu des slogans contre Véronique Rabiot, contre Adrien Rabiot. On voit que cette stratégie d'influence et cette stratégie de dénigrement qui a été organisée en sous-main par cette agence de communication du Paris Saint-Germain, c'est en 2018-2019 à peu près, les documents qu'on a retrouvés. Et des années plus tard, 5-6 ans plus tard, il y a des répercussions parce qu'il est toujours aujourd'hui pris en grippe par les supporters. Alors, Nasser El Khelaifi, vous le décrivez, on le constate aussi avec vous dans le reportage, les réalisateurs et toi, vous le décrivez comme le vrai patron du foot français, et il y a cette fameuse scène, ce visio, ce zoom, ça nous a plongé tous dans le Covid, nos réunions Covid, où il tyrannise et terrorise tout le monde, et tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de lui, avec sa double casquette, diffuseur, beIN Sport et président du PSG. Voilà. On sent que tout le monde a peur. Ouais, c'est ça. Exactement. Et en fait, on se rend compte dans cette réunion que déjà il a la parole tout le temps, c'est-à-dire qu'il est le seul à parler quasiment. Dès que les autres parlent ou dès que les autres osent le contredire, il hausse le ton et dicte. Et il fait complètement la loi. Il y a Vincent Labrune qui est censé mener, donc qui est patron de la LFP, donc qui est censé être neutre et la Ligue de football, la Ligue de football professionnel. Et en fait, on se rend compte qu'il est totalement inféodé à Nasser El Khelaifi. Et effectivement, cette réunion, elle montre bien la mainmise qu'a Nasser El Khelaifi sur le football français. Donc Nasser El Khelaifi, homme qui dirige le foot français.
homme qui s'est retrouvé, on va dire, presque au sommet de l'État, puisque Nicolas Sarkozy aurait aidé le Qatar via Nasser à obtenir la Coupe du Monde, c'est ça ? C'est ça, en fait, il y a un pacte. Alors c'est pareil, la justice enquête aussi là-dessus. Pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi n'a pas été mis en examen, Nicolas Sarkozy non plus dans cette affaire. Ils le seront d'ailleurs peut-être jamais, mais en tout cas, la justice se demande s'il n'y a pas eu un pacte de corruption à l'époque en 2011, au moment du rachat du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, lui, c'est un grand fan du Paris Saint-Germain. Il est avec son bracelet électronique, il va encore tous les 15 jours au Parc des Princes. On le voit souvent dans ce qu'on appelle la Corbeille, cette tribune VIP du Parc des Princes. Et voilà, les juges se demandent quelles ont été les contreparties au rachat du Paris Saint-Germain. Il pourrait y avoir dans ces contreparties le fait que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde en 2022, ce qui était loin d'être gagné, parce que le Qatar c'est pas du tout un pays de foot, il fait 45 degrés l'été, donc c'est a priori pas un endroit où il paraît naturel d'organiser une Coupe du Monde de football. Il aurait pu y avoir également d'autres contreparties avec l'embauche de proches de Nicolas Sarkozy pour pouvoir faire pression sur certains votants de la FIFA pour que le Qatar puisse obtenir la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a une enquête judiciaire aujourd'hui qui est en cours. Alors cet homme-là, Nasser Al-Khelaifi, c'est marrant parce qu'on a aussi un peu des petits éléments de portrait, ça c'est intéressant, d'où il vient, ce joueur de tennis. J'ai envie de dire, rien ne le prédestinait à devenir l'homme aussi puissant. C'était un petit quand même. Ah oui, et puis pas du tout un homme de football. C'est-à-dire qu'effectivement il joue au tennis. Il était fils de pêcheur, pas forcément d'une très très grande famille qatari, mais par contre quand il a très bien choisi ses amis, il jouait au tennis en fait avec le futur émir du Qatar. Donc effectivement ils sont devenus très copains. Choisir ses partenaires de tennis, ça. Je vais arrêter de jouer avec toi. Ça ne sert à rien. Ouais, voilà, je deviendrai jamais émir du Qatar a priori. Mais en tout cas ça peut aider. Effectivement, il est devenu ensuite ministre qatari. Aujourd'hui, les gens le savent peu, il est toujours ministre sans portefeuille du Qatar. Ah oui. Le patron du PSG est ministre sans portefeuille du Qatar. Et quand en 2011 le Qatar Sport Investissement décide donc de racheter le Paris Saint-Germain pour tout un tas de raisons, donc, notamment celle que l'on vient d'évoquer, l'émir du Qatar décide de confier les clés du club à son grand copain Nasser Al-Khelaifi. Et effectivement, il y a toujours une influence, y compris de l'émir directement dans les choix de Nasser Al-Khelaifi. Il y a un dossier sur lequel j'aimerais évidemment m'arrêter, c'est le dossier, on va dire peut-être le plus sombre. Si je devais résumer, je mettrais 3 mots: un majordome, une sextape et une séquestration. C'est quoi cette affaire ? Et Rachida Dati aussi, qui n'est pas très loin, même si je sais que c'est la ministre et qu'à Beurre FM elle a pas mal de fans, mais il y a son nom, j'ai vu sa photo placardée sur le mur, mais surtout majordome, sextape et séquestration. C'est quoi cette histoire ? Non, mais en fait le majordome, effectivement l'ancien majordome de Nasser El-Khelaifi en fait a parti avec des documents, pareil là-dessus on a du mal à savoir exactement ce qui se trouve à l'intérieur de ces documents. Il pourrait y avoir des documents liés à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar 2022. On nous parle également de vidéos intimes de Nasser El-Khelaifi et de l'émir du Qatar lorsqu'il venait à Paris rentrer son grand copain. Voilà. Et donc effectivement on a des témoins qui nous disent que ces documents sont effectivement très compromettants, qu'il y a de quoi en gros faire chuter le régime. Et ce majordome donc qui a volé ces documents, c'est pas une noix blanche, hein, et d'origine marocaine, je crois, de nationalité même marocaine. Et en fait on l'a interrogé, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment très peur. On l'a interrogé dans le reportage, mais il est aujourd'hui mis en examen pour violation de la vie privée, pour tentative de corruption également, parce qu'en fait il a volé ces documents et en fait il a essayé de les revendre. Il a été en contact avec un intermédiaire qu'il a mis en relation avec notamment les Émirats Arabes Unis, qui sont les grands ennemis du régime qatari, et voilà, forcément ça n'a pas beaucoup plu ni à l'émir du Qatar ni à Nasser El-Khelaifi, et il a été condamné à mort lui, ce majordome au Qatar. Est-ce que c'est une des révélations de notre enquête? On a publié des documents sonores, des messages de Nasser El-Khelaifi à son majordome. C'est fou ça. Lui expliquant: ah bah tiens Hicham, comment ça va, j'aimerais vraiment que tu viennes au Qatar pour qu'on discute. Et lui, Hicham, nous explique, donc ce majordome, il nous explique que c'était selon lui une manière de le forcer à venir au Qatar pour pouvoir potentiellement le mettre en prison, sachant voilà qu'il a été condamné à mort au Qatar. Oui, ça, ce qui est assez éclatant dans ce reportage, c'est qu'on entend la voix de Nasser El-Khelaifi. Donc pour un peu remettre, compléter ce que tu dis, donc on l'entend
comme ça, lui proposer, quasiment lui imposer de venir, mais de manière presque anodine. Non mais viens, c'est ça. passe un peu à Parce qu'en Doha. fait, il faut savoir qu'ils étaient colocs en fait, c'est-à-dire qu'en fait le majordome il habitait chez Nasser Al-Khelaifi pendant 15 ans, il a pas C'était pas l'auberge espagnole, c'est un peu plus luxueux la coloc. Voilà. Je l'ai vu, l'appartement il a l'air comme ça. Et un jour, Hicham, donc le majordome, il nous raconte qu'il essaye de rentrer chez lui et que le verrou a été changé, la serrure a été changée, il peut plus rentrer chez lui. Et là, il appelle Nasser Al-Khelaifi et on publie les enregistrements de cette conversation téléphonique. Et Nasser lui dit: ah oui, j'ai changé la serrure, mais viens au Qatar, je te paye le billet, tu viens et on va en discuter. C'est quasiment comme ça que c'est hallucinant, effectivement, on entend la voix, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ça, c'est pas de supputation, c'est pas uniquement des témoignages indirects. On a effectivement Nasser Al-Khelaifi directement qui lui propose, voire qui lui suggère très 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 fortement de venir au Qatar, pays où il sera condamné à mort quelques mois plus tard. Ah, c'est fou, un PSG, Nasser Al-Khelaifi, on est quasiment au cœur d'interrogations diplomatiques dans la région, avec les Émirats, avec Nicolas Sarkozy. C'est de la folie. Le foot n'est pas que du foot. On a une petite pause aussi. C'est ça. On le garde un peu parce qu'on a comme ça, on va ouvrir sur les prochaines enquêtes. On joue les prolongations. Oh yes. On n'est pas en jeu, on est en prolongation. Ce que le PSG n'aura pas l'occasion de faire face au Real. Voilà. Ah tu penses? Ah oui. Ah ça va être un gros match. Moi je m'avance plus. C'est Marseillais qui parle. Ouais moi aussi. Voilà. Pareil, mais je m'avance plus parce que là quand je les vois jouer ils me font peur. Bon, là on fait des digressions. Allez, à tout de suite avec mon invité Tristan Alex, le présentateur de Complément d'enquête. On revient sur ce document, ce portrait, ce reportage sur le PSG version Qatari QSI Nasser El-Khelaifi et alors on apprend plein de choses. Hein. Alors on répète, on le dit, il est en replay, c'est ça sur France.tv, ouais, comme tous les documentaires de Complément d'enquête. Voilà, donc il suffit de taper Complément d'enquête sur votre moteur de recherche et vous. Et si vous voulez voir la tête du présentateur, il est comme ça en photo. Là, vous savez, ils aiment bien mettre la figure. Voilà, pour voir ce qu'on a les gros sous, un PSG. Hein, j'espère que tu avais compris. Oui, bien sûr. Ouais, c'est bien. Mais mettez des grands trucs, aidez les gens. Hein. À l'époque, quand j'étais petite, il y avait les blagues pourries. PSG, pas sûr de gagner, perdant sur le gazon. On reconnaît le Marseillais qui est surveillant toi. Voilà, en ce moment, c'est l'OM. En toute objectivité. Mais un jour, il y aura un complément d'enquête sur l'Olympique de Marseille et j'espère que je serai réinvité à Beurre FM pour parler. Calma, s'il vous plaît. Non. Mais moi, j'espère. Ça voudrait dire qu'on est un peu plus en haut. Là, ça intéresse pas trop là. Exactement. Là, avec notre troisième classe, il y a eu Bernard Tapie à l'époque. Oui. Puis voilà, on a fait. Chacun son tour. Voilà, il y a eu ce qu'il fallait. On a payé notre dette. J'ai comme si je suis dans le. Moi, j'étais présumé ou j'étais coupable. Alors, on va revenir sur. Oui, il y a un aspect intéressant, c'est cette interview, ce scoop. Véronique Rabiot qui ne parle jamais dans les médias. Donc c'est la mère d'Adrien Rabiot. On le rappelle, Adrien Rabiot qui était l'un des poulains, l'un des protégés, l'un des titis parisiens comme on dit, qui a été formé au PSG, qui était un peu la coqueluche, la star des supporters du PSG avant Mbappé quand il est arrivé. Et dans le cadre d'une renégociation de contrat, il y a un truc classique, il y a un bras de fer. En fait, lui, il trouve pas un accord. Et sa mère, qui est surtout sa conseillère, qui le conseille de manière quand même assez précise, elle réussit. Très protectrice, on va dire. Ouais. On le dit, mais bon, pour l'instant, les gens ont beau critiquer. Il arrive à faire des gros clubs et il est en équipe de France. C'est quand même une carrière réussie. Les gens ont beau parler parce que c'est aussi une femme et qu'on supporte pas. On dit pas ça du père de Mbappé, par exemple. Et donc, il y a cette interview où elle accepte finalement de parler. Selon mes informations, tu sais que je connais un petit peu. Très bien renseigné. Voilà, certaines personnes avec qui tu travailles. Selon mes informations, elle devait pas. Au début, c'était pas prévu qu'elle parle, c'est ça. Et après la banderole, elle a un peu changé d'avis, c'est ça. Effectivement, au départ, elle veut pas parler. Il y a eu une grosse polémique parce qu'il y a 15 jours, donc Paris Saint-Germain OM, et elle a été prise à partie. Il y a eu une dizaine de banderoles vraiment la prenant à partie de manière très insultante, en la traitant de tous les noms. Enfin, elle et son fils également. Et le papa qui est décédé, qui est aussi un peu insulté. Voilà, effectivement. Et donc ça a ulcéré tout le monde. Il y a eu une prise de parole d'Adrien Rabiot sur Instagram le lendemain de Paris Saint-Germain OM où il a pris à partie directement Nasser en expliquant Nasser, la classe, ça ne s'achète pas avec des milliards. Et donc effectivement, elle a accepté de venir dans ce qu'on appelle les fauteuils rouges. C'est-à-dire que donc dans Complément d'enquête, le concept c'est qu'on a une enquête d'1 heure à peu près et après un entretien d'une vingtaine de minutes. Et effectivement, elle a accepté de venir et elle fait un certain nombre d'annonces. Elle explique que elle est bouleversée par les révélations sur ce on a parlé tout à l'heure, l'armée numérique, et elle a décidé de s'associer de se constituer partie civile dans l'affaire dans cette procédure armée numérique. Et elle annonce également qu'elle a déposé plainte
jeudi matin suite aux banderoles. Elle a porté plainte pour injure et elle estime que le PSG est responsable de ça. Elle explique qu'en gros les insultes vécues il y a 15 jours ne sont en fait que la queue de comète en gros de la stratégie de dénigrement mise en place en sous-main par le Paris Saint-Germain dès 2019. Parce qu'il faut savoir que le PSG, suite aux premières révélations de Mediapart sur cette armée numérique, avait toujours dit mais attendez, mais nous on n'y est pour rien, le PSG a juste employé une agence de communication qui a fait n'importe quoi, c'est pas notre faute si cette agence de communication a décidé de prendre en grippe certains joueurs, ils ont travaillé de manière indépendante. Vous démontrez dans le Et en fait voilà, nous on a montré, on a des témoignages, il y a également des SMS qui ont été retrouvés par Fabien Toiti, notre journaliste, qui montrent qu'en réalité l'agence de communication a agi sur ordre du directeur de la communication du Paris Saint-Germain. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Martial Ribes, et effectivement Véronique Rabiot elle est effondrée quand elle apprend que c'est Ribes qui est derrière tout ça, parce qu'elle nous dit mais moi Jean-Martial Ribes, patron de la com, c'est un copain, il était hyper sympa, moi quand je renégocie avec pour Adrien Rabiot son contrat, c'est moi qui demandais à ce qu'il vienne, à ce qu'il assiste aux négociations, donc elle se sent vraiment trahie. Et effectivement il y a de quoi, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une espèce de duplicité selon elle, même si bon lui il n'y l'est fait, même s'il est mis en examen lui-même pour trafic d'influence, corruption, tout un tas de chefs d'inculpation, mais effectivement Véronique Rabiot elle nous dit mais c'est dingue cette duplicité d'avoir une personne avec qui vous négociez au quotidien, qui est sympa avec vous, qui vous demande des nouvelles, qui est protecteur et qui se montre protecteur et qui en sous-main en fait demande à une armée numérique 60 bonhommes en Tunisie payés 200 € par mois de prendre en grippe et d'insulter mon fils quoi. C'est effectivement dingue. C'est fou aussi ce que ça nous dit sur l'aveuglement quand t'es supporter, c'est-à-dire les supporters acceptent que d'anciennes gloires, Rabiot et Mbappé, puissent être insultés, dénigrés, même ça va un peu plus loin, et quelque part on pardonne tout à Nasser Al-Khelaifi parce qu'à coup de millions et de milliards. Il y a une dimension effectivement fan, mais même fanatisme. C'est-à-dire qu'effectivement on le voit même sur les réseaux comme sociaux. Comme des religieux presque. Au moment de la diffusion de notre enquête, on a alors peut-être des trolls qui, ça pour le coup on n'a pas enquêté là-dessus donc je pourrais pas dire, mais on a des gens, des supporters que j'imagine de bonne foi qui expliquent au final qu'est-ce qu'on a appris, c'est pas si grave. C'est-à-dire qu'on a envie de leur dire à ces supporters mais il vous faudrait quoi pour être choqué par ce que fait le patron du club que vous supportez. C'est-à-dire qu'effectivement on montre qu'il y a des stratégies de dénigrement en sous-main des propres joueurs du Paris Saint-Germain, on montre qu'il y a, on a parlé tout à l'heure, des histoires de tentatives d'enlèvement, de séquestration, de condamnation à mort au Qatar de l'ancien majordome, et on nous dit écoutez tout ça pour ça, finalement je trouve pas ça bien grave. Effectivement on a envie de dire mais qu'est-ce qui pourrait vous choquer quand vous êtes fan d'un club, on a l'impression que rien ne pourrait vous déstabiliser ou briser l'amour que vous pouvez avoir pour ce club. Et actuellement il jouit d'un statut intouchable, Nasser Al-Khelaifi. On a l'impression que quelque part rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le toucher. D'ailleurs qu'en pense Emmanuel Macron? On sait ou pas ce qu'il pense? Parce que on sait qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, alors, comme toi, Zdine. Hein. Mais sans tomber justement, en prenant un peu de hauteur, c'est-à-dire qu'on sait que Nicolas Sarkozy, lui, a été actif, très actif, et qui joue un rôle important. Mais quel regard porte tout simplement le pouvoir en place aujourd'hui? Il est très proche de tous les hommes politiques. On voit bien d'ailleurs, c'est une des séquences de ce complément d'enquête. On montre comment il a mis en place ce qu'on appelle la corbeille, le carré VIP, 222 places. C'est impossible de payer sa place pour le carré VIP, c'est que des invitations. Il y a Beyoncé, Rihanna, et on montre, Fabien Toiti, notre journaliste, a retrouvé Adel Aref, ancien tennisman, qui a fait pour le compte de Nasser du Paris Saint-Germain cette stratégie de pipolisation de ce carré VIP. C'est-à-dire qu'avant, il nous dit, avant le Qatar, il y a 15 ans, dans le carré VIP, il y avait que des mecs, déjà, que des gros footeux, pardon, je caricature un peu, mais vraiment des gens qui étaient fans de sport, des hommes, et en fait, il nous explique que Nasser lui a dit, en fait, faut que tu fasses de cette tribune quelque chose de glamour et d'influent. Et donc effectivement il a commencé à inviter des hommes et des femmes politiques. Nicolas Sarkozy y est à chaque fois, il fait tous les matchs là-bas. On voit souvent Rachida Dati également, Anne Hidalgo, maire de Paris, et on a vu effectivement des people, Rihanna, Beyoncé, c'est un peu le tournant. Voilà, effectivement, et à partir de ce moment-là, effectivement, on montre un des intérêts. Effectivement, le Qatar au départ a dit on va racheter le Paris Saint-Germain pour faire rayonner le football français sur la scène internationale, et finalement c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le Paris Saint-Germain qui a permis au Qatar de rayonner au sein de la capitale française. Et on a Adel Aref justement qui nous explique que le carré VIP c'est un peu Doha dans le 16e arrondissement, c'est effectivement un peu le palais de l'émir au sein de Paris. Ça remplace les réceptions chez l'ambassadeur en fait. C'est un peu l'expression qui est j'ai bien aimé cette expression. C'est devenu the place to be. Ouais, c'est fou quand même là. Moi
En fait, on a le sentiment que c'est une réalité que le PSG. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que c'est dit. C'est un outil de propagande et de soft power. Mais c'est presque même le mot soft power, il est petit, moi je dirais. Là, on est quasiment sur du power. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et finalement, c'est une stratégie qui a bien fonctionné. C'est-à-dire que les gens disent, mais attendez, regardez, finalement, est-ce que c'est une réussite pour le Qatar? Effectivement, d'un point de vue sportif, c'est ça dépend comment on se place. Le Paris Saint-Germain, depuis 2011, a été 10 fois champion de France. Ouais. L'ambition, c'était aussi de gagner une Ligue des Champions. Pour l'instant, ils l'ont pas encore. Pas encore. Ah, ils l'ont pas. Ah, jamais les premiers, je sais qu'on dit chez les supporters marseillais, mais en tout cas, d'un point de vue économique, c'est une réussite parce qu'effectivement, le club a été racheté environ 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il est valorisé à plus de 4 milliards d'euros, même s'il a fallu mettre quelques milliards pour en arriver à cette valorisation-là. Tu dis que ça va pas, il y a quand même de l'argent injecté depuis Doha, faut pas, avec des montages un peu. Et d'un point de vue politique, géopolitique, c'est une grande réussite pour le Qatar. C'est-à-dire qu'ils ont eu la Coupe du Monde en 2022 et effectivement, ça permet d'avoir une certaine influence et d'être une vraie vitrine intéressante pour le Qatar à Paris. Alors, passionnante enquête à revoir donc sur le replay de France Télé. Et moi, j'aimerais poser la question que tout le monde se pose. J'imagine que les auditeurs sont accrochés, sont dans leur voiture, faire des zigzags. Les prochains numéros de complément d'enquête, qui sont les prochaines targets? Qui avez-vous en ligne de mire? On communique pas effectivement sur nos prochaines enquêtes, mais bon, c'est facile à deviner parce qu'on enquête sur tout et tout le monde. Donc tout le monde. Parce que j'ai entendu certains s'exprimer dans les médias. Non, j'ai pas. Pascal Praud, il a parlé de vous. Ah oui, effectivement, il nous a spoilé. En fait, il a effectivement dit qu'on l'avait contacté parce qu'on enquête effectivement sur CNews. Mais voilà. Ouh là là, Kim va adorer ça. Alors, ce numéro-là, faut me dire quand est-ce qu'il passe, s'il vous plaît. On fera une spéciale. Ah oui, là, je vais faire de la pub. Et comme un complément d'enquête, on enquête à charge, à décharge. On raconte sur le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on nous a entrouvert les portes de ce royaume. Oui, c'est vrai qu'on le voit au début. Dans nos enquêtes, notre premier réflexe, c'est de contacter les intéressés pour leur dire: on va enquêter sur vous. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire uniquement une enquête qui va taper sur vous. Donc, ouvrez-nous les portes de votre empire. Il existe un peu, comme on dit dans le doc, Nasser Al-Khelaifi. Au début, il vous invite. À moins vous le croisez devant l'ascenseur aussi, répond une fois. Voilà. Et donc, pour Pascal Praud, c'est pareil. On lui a envoyé un message pour lui dire, voilà, on aimerait enquêter sur CNews, sur votre émission, comment ça fonctionne. Et donc, on serait ravis qu'il nous entrouvre à minima ses portes, comme l'a fait Nasser Al-Khelaifi. Je peux vous dire comment ça fonctionne. Si vous cherchez des témoins, je veux bien témoigner. C'est assez facile. Il balance une fake news comme la fois avec le Ramadan et les joueurs avec Abdelli Disco, et derrière qui est toujours blessé d'ailleurs. Il a pas démenti, il a laissé entendre qu'il y avait une pause. Non, mais de toute façon, c'est ce qui nous intéresse. Nous, on n'enquête pas sur la vie privée des gens. Ce qui nous intéresse, c'est pas Pascal Praud en tant qu'individu, mais effectivement plus ce que représente CNews au sein de la Bolloré-sphère, cette fabrique de la désinformation aussi, ou cette. Il y a une date ou pas encore? Absolument, non, c'est vraiment le début. Envoyez-nous un SMS, on en parlera beaucoup ici. Donc voilà. Et Bruno Retailleau, ça vous dit pas d'en faire un petit portrait là? Il est déjà venu dans les fauteuils rouges. On avait fait un complément d'enquête sur les OQTF et en tant que ministre de l'Intérieur. Mais là, ça mérite peut-être la vie l'œuvre de Retailleau. Moi, je dis ça. Je propose si je peux participer à vos réunions, comme ça, je mets une tête. Non, mais c'est intéressant. C'est effectivement une personnalité qui ressort. On avait eu un débat notamment sur le lien entre immigration et délinquance avec Bruno Retailleau. Il y a des études scientifiques du CEPI, par exemple, qui dépend de Matignon, qui expliquent qu'il n'y a aucun lien entre immigration et délinquance. Et il avait répondu à l'époque dans les fauteuils rouges, mais je suis désolé, la réalité dément cette étude. Et pour moi, c'est assez intéressant. Il est un peu symptomatique de cette époque où effectivement il y a une défiance à l'égard de la science, à l'égard des faits, et où on se dit que finalement, mon opinion, voire mon doigt mouillé, est plus important que post-vérité. Merci messieurs, je suis obligé de vous couper, messieurs. Merci Tristan, et la post-vérité, comme on dit. Merci pour cette invitation. Mais peut-être qu'il y aura un complément d'enquête sur Bruno Retailleau. Je vous informerai en temps voulu. Et Louis Sarkozy. En tout cas, j'ai vu ton blaze Asdine tourner, et je peux te dire que t'es en bonne liste aussi. Oh là là, ok. Asdine Ahmed Chaoui. Je suis français, monsieur. D'où vient-il et que fera-t-il demain? 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.